Bonsoir et bienvenue dans le 18h politique et bonsoir à vous, Eddy Lebelair. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous montre votre carte d'identité. Vous avez 46 ans, technicien au chantier naval STX de Saint-Nazaire. Vous êtes également représentant CGT, adhérent à Lutte ouvrière depuis vos 18 ans. Ça ne date pas d'hier. Vous n'avez aucun mandat, mais vous avez été candidat à plusieurs élections, en particulier les municipales l'an dernier à Saint-Nazaire, les législatives en 2012. Et surtout les régionales. Donc en 2010, les dernières régionales, vous aviez obtenu 1,6% des voix au premier tour et vous repartez donc comme tête de liste de Lutte ouvrière de votre parti dans ces élections. On va parler de vos objectifs dans cette campagne et bien sûr de vos propositions, mais on commence par l'actualité politique de la semaine, actualité marquée par une décision fortement contestée, l'augmentation des impôts par an de métropole, une obligation, nous dit-on, pour maintenir les investissements prévus tout en faisant face à la baisse des dotations de l'État. Il est question de 40 millions d'euros. Et on a appris cette semaine que la plus forte augmentation concernera les propriétaires résidents avec un taux de taxe foncière bâtie multiplié par 10. C'est Jean-Guy Alix qui a rendu l'information publique. Le maire de Sainte-Luce-sur-Loire estime que les élus doivent faire des choix pour éviter cette augmentation d'impôts. Il est temps maintenant de faire preuve de discernement dans la dépense et aussi dans le choix des investissements, dans la pertinence des investissements. Il y a sûrement des choses et des besoins qu'il faut satisfaire tout de suite. Il y en a d'autres pour lesquels il faut d'abord se poser la question du besoin immédiat, quitte à le différer évidemment, et puis aussi de son montant. Est-ce qu'on est en capacité, encore une fois, d'aller chercher dans la poche du contribuable tous les matins l'argent nécessaire pour des investissements qu'on peut parfaitement différer. Et les élus de Nantes Métropole voteront le 15 décembre différer les grands projets dans cette situation où la baisse des dotations de l'État pose de véritables contraintes aux collectivités locales. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà le résultat de toute une politique. Aujourd'hui, l'argent public, à tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau de la région, il sert à arroser le patronat. Les grandes entreprises, aujourd'hui, elles bénéficient d'une multitude de subventions. Il y a un chèque actuellement de l'État énorme, 20 milliards d'euros, sous forme de crédit impôt compétitivité emploi, qui est fait. Alors aujourd'hui, effectivement, les caisses, l'argent public, il manque pour tous les services utiles à la population. Et le choix qu'on nous demande de faire, c'est soit des investissements dans les services publics utiles à la population, ou alors on les retarde, ou bien on augmente les impôts. Ce que s'apprête à faire d'ailleurs le Parti socialiste, malgré ses promesses. Et aujourd'hui, moi ce que je dis, c'est que c'est pas ça la solution. Il faut déjà arrêter de subventionner le patronat et utiliser l'argent public pour les services publics utiles à la population. Mais dans cette urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter les projets? C'est vraiment une situation d'urgence. Et il y a aussi la question de lancer des chantiers. Ça crée un effet levier pour l'économie locale, pour le BTP notamment. Il est urgent d'arrêter justement de subventionner à perte, sans aucun contrôle, les grandes entreprises de ce pays. Le chèque de 20 milliards, c'est considérable. Et aujourd'hui, c'est de l'argent qui manque partout. Ça manque, quand je dis dans les services publics, ça manque dans les services hospitaliers, ça manque dans l'éducation, ça manque dans la construction de logements HLM. Partout, ça manque. Et là, c'est ce problème-là qu'il est extrêmement urgent de régler. Donc il faut mettre un terme à cette politique immédiatement. Alors d'ici là, c'est bien sûr la campagne des régionales qui bat son plein. C'est la dernière ligne droite avant le premier tour dimanche. Et certains candidats reçoivent des soutiens de dernière minute. Vous allez le voir, le socialiste Christophe Clergeau relaie cet appel lancé par des centristes en sa faveur. De centre-gauche ou centre-droit, il se déclare choqué de la course engagée par Bruno Retailleau, le candidat Les Républicains, avec le Front National. Vous partagez cette analyse ? Quand on voit ça, moi je dis qu'on a bien du mal, et les gens dans les classes populaires ont bien du mal, au final, à distinguer les uns des autres. En tous les cas, ces gens qui nous gouvernent, ou ceux qui aspirent à diriger cette société. Actuellement, depuis peu, depuis les attentats du 13 novembre, on nous déclare que tout le monde, du Parti socialiste au Front National en allant par la droite, tout le monde réclame l'unité nationale. C'est-à-dire tout le monde dit qu'il y a une politique commune à mener et qui serait faite au nom des intérêts de tous. Et moi je dis que c'est pas vrai. Et je dis que, y compris, je fais le même constat que la population. Quand on voit les grands partis qui se sont succédés au gouvernement, qui se succèdent dans les régions,
on voit les résultats de leur politique, c'est la même. C'est une politique qui est exclusivement tournée dans l'intérêt des plus riches. Alors, autre soutien de dernière minute pour la liste Debout la France cette fois. Il vient des déçus du Front National dans le Maine-et-Loire, des déçus qui contestent le choix de leur tête de liste départementale. Ils estiment que la tête de liste de Debout la France, Cécile Bail de GC, a prouvé notamment avec Philippe de Villiers son profond attachement aux valeurs sociétales et morales qui ne sont plus aujourd'hui défendues par le Front National de Florian Philippot et de Marine Le Pen. C'est un soutien qui vous étonne ? Non, absolument pas, parce que c'est des partis politiques qui se ressemblent. Front National et Debout la France, c'est oui, Kif Bourrico. Oui, tout à fait, c'est des choses très semblables. Vous savez, le Front National, parce qu'il sollicite l'électorat populaire, il a essayé de se faire passer pour un parti anti-système. Il essaye de se faire passer pour un parti qui représenterait les intérêts des classes populaires. Mais vous savez, les promesses qu'a faites à une époque Madame Le Pen concernant la retraite à 60 ans, concernant l'augmentation du SMIC, plus ils s'approchent du pouvoir, plus ils sont en train de les remiser à la poubelle, parce que ce à quoi ils aspirent, le parti du Front National, c'est à diriger les affaires de la bourgeoisie. Et ils le feront de la même manière que le font le Parti socialiste ou la droite, sauf que d'une manière encore plus dure, parce que en plus de mener la même politique en faveur des riches, ils chercheront à diviser les travailleurs pour les affaiblir. Alors et vous, Eddy Le Belair, parlons de votre candidature. Vous repartez en campagne. Pourquoi relancer cette campagne des régionales où vous n'avez pas obtenu de siège en 2010 ? Parce que moi je pense qu'il est indispensable aujourd'hui qu'on entende une voix dans ces élections. Et cette voix, c'est les exigences vitales du monde du travail. Aujourd'hui, quels sont nos problèmes ? Quels sont les problèmes que nous n'arrivons pas à régler ? Pourquoi, juste sur cet aspect-là, on a plusieurs listes qu'on peut qualifier d'extrême gauche, à gauche de la gauche. Donc on a le Parti communiste, on a la liste communiste également dans notre région, on a Lutte ouvrière. À un moment donné, vous ne vous êtes pas dit on peut faire une union, une alliance dans ces élections pour pouvoir obtenir un siège, au moins à la région ? Moi, je crois qu'on a, Lutte ouvrière, on a au moins fait une démonstration au fil des ans. C'est qu'en tous les cas, notre crédit, le crédit qu'on avait, même si c'était un crédit modeste, on ne l'a jamais monnayé pour des strapontins ministériels ou autres. Parce que nous, on pense effectivement que cette société, il faut la changer radicalement. Aujourd'hui, effectivement, le Parti communiste ou une ancienne... Vous avez pensé à faire une alliance à un moment donné ou c'est totalement hors de question ? Mais pour moi, je crois que je défends absolument pas la même politique. Regardez le Parti communiste. Il annonce déjà, dès le premier tour, qu'il va se rallier au Parti socialiste au second tour. Le Parti socialiste, c'est le parti, actuellement, qui tape sur les classes populaires d'une manière extrêmement violente. Le chômage continue d'augmenter, la précarité continue à se développer, le pouvoir d'achat des classes populaires, il s'érode, et aujourd'hui, c'est le Parti socialiste qui est aux manettes. Alors, comment peut-on protester d'un côté, puis dire, au final, je vais me rallier au Parti socialiste et m'associer avec lui pour avoir quelques sièges ? Eh bien non. Aujourd'hui, défendre cette politique-là, c'est pas être dans le camp des classes populaires, c'est pas être dans le camp des travailleurs. Vous voulez représenter le monde du travail, votre liste, justement, s'en imprègne. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour combattre le chômage ? C'est quand même une priorité. Exactement. Et moi, je crois qu'on a des armes aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les classes populaires, elles sont déboussolées par les politiques successives qu'on peut voir à tous les étages de l'État, de la région, etc. Et qui n'ont aucun effet sur les grands problèmes qui sont les nôtres. Mais moi, je dis que nous, on a des armes, nous, les gens des classes populaires. Nos armes, c'est quoi ? C'est les grèves, c'est les manifestations, c'est le fait qu'on est extrêmement nombreux et indispensables dans cette société. C'est le militant de la CGT qui parle. Non, c'est le militant communiste qui dit que nos armes à nous, c'est la lutte de classe. Et aujourd'hui, nous la menons pas, la lutte de classe, mais les plus riches, le patronat, les propriétaires d'entreprises, aujourd'hui, cette lutte-là, ils la mènent et on voit le résultat qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Là, et moi, ce que j'ai dit... de conflit social, j'aurais voulu savoir quelles étaient les propositions que vous faisiez dans le cadre des régionales. Que peut faire la région pour améliorer ce que peuvent faire les travailleurs de cette région, déjà, c'est par leur bulletin de vote avec le vote lutte ouvrière, c'est dire qu'ils n'ont plus confiance en personnel politique qui se succèdent. C'est de dire qu'ils sont conscients qu'il va falloir entamer un rapport de force avec les plus riches, parce que moi, ce que je crois, ce dont je suis persuadé aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'on reprenne le contrôle des grandes entreprises, des banques. Moi, je crois qu'il faut que la population gagne le droit
d'aller voir dans les comptes de ces grandes entreprises, de ces familles les plus fortunées. Parce que si on va voir dans ces comptes-là, je peux vous garantir qu'on trouvera les moyens de financer les grandes mesures dont on a besoin, et notamment une d'entre elles, c'est l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. Ça, c'est l'État. Non, ça, c'est la population. C'est la population qui peut le faire. C'est les travailleurs qui peuvent le faire. Et moi, c'est ce que je dis. Et ça, on peut le dire avec le bulletin de vote dimanche prochain. Mais la région, je repose ma question, que peut-elle faire ? Eh bien, un élu de lutte ouvrière, par exemple au conseil régional, il pourra aller voir déjà ce qui s'y passe, parce que la région notamment, au travers de son budget, distribue des aides en quantité pas négligeable à tout un tas d'entreprises privées, sans aucun contrôle et sans s'assurer qu'il y ait la moindre répercussion positive sur la population. Et elle n'en a pas d'ailleurs, toutes ces politiques-là qui visent à donner de l'argent public aux grandes entreprises privées. On en voit les résultats, mois après mois, année après année. Aujourd'hui, avec la crise, le chômage, il augmente. Et bien, par exemple, déjà, voir et dénoncer ce que fait la région avec l'argent public, et puis être dans cette assemblée, se faire l'écho, le porte-parole de ce qui se passe dans le monde du travail, ça c'est important. Donc on n'aide plus aucune entreprise, même les TPE. Alors, vous savez, le patronat aime bien mettre en avant le petit artisan, etc., et en disant que l'argent public, en fait, il vient au soutien des plus petits et que c'est ça qui est important pour l'emploi. La plupart des petites et moyennes entreprises qui bénéficient des subventions, vous savez, bien souvent, ce sont des filiales des grands groupes. Et moi, ce que je constate, au final, c'est que cet argent, il finit dans les caisses de propriétaires fortunés de grandes entreprises, d'actionnaires, et qui d'ailleurs, avec cet argent-là qu'ils ont accumulé, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils en font des choses utiles pour la collectivité ? Pas du tout. Ils vont spéculer, et y compris spéculer en prenant des risques énormes comme en 2008. Et ce risque énorme, quand il est avéré, eh ben, on se retourne vers la population et on demande à la population de payer les pots cassés. Et aujourd'hui, depuis 2008, toute la population, tout le monde du travail a fait les frais de la crise. Et quand on regarde la situation des familles les plus riches dans le pays et dans la région, eh ben, leur fortune elle a été sauvée et leurs profits sont maintenus. Autre compétence, matière de transport, avez-vous l'impression que la région a fait du bon boulot ces dernières années ? Eh bien, vous voyez, il ne suffit pas d'acheter des rames neuves, parce que ça a été le cas pour la région. Il ne suffit pas d'acheter des rames neuves pour que le transport collectif, le transport par train, il s'améliore. Parce que la situation de tous les services publics est en train de se dégrader. Aujourd'hui, par exemple, pour parler du transport ferroviaire, aujourd'hui, le transport ferroviaire souffre d'un manque d'entretien patent des lignes de chemin de fer qui sont en mauvais état. Il manque aussi cruellement d'embauches, à tel point aujourd'hui qu'il peut manquer même de personnel pour conduire des trains. Et le résultat de tout ça, c'est même avec des trains neufs, eh ben, on peut avoir des trains qui sont en retard ou des trains qui ne circulent pas, et tout ça pour un prix qui évolue bien plus vite que le pouvoir d'achat des travailleurs. Et Notre-Dame-des-Landes ? Ben, moi, je crois, vous savez, je crois effectivement qu'il y a besoin de faire des grands travaux dans cette région. Il manque de beaucoup de choses, d'infrastructures, de logements sociaux. Et il faut mettre de l'argent dans les hôpitaux, etc. Mais aujourd'hui, les gens qui nous défendent l'utilité de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et de la quantité d'argent qu'il faut mettre sur la table, eh ben, ils ont bien du mal à nous convaincre de son utilité. Et moi, a priori, la seule utilité que j'y vois, c'est pour le groupe Vinci de rafler la mise. Et donc, moi, je considère que c'est absolument pas un investissement qui est à l'ordre du jour et qui est une priorité pour la population de cette région. En 2010, l'abstention avait atteint 48% dans les Pays de la Loire. Un électeur sur deux ne s'était pas déplacé. La participation sera donc regardez de très près dimanche, et les équipes de campagne l'ont bien compris. Les partisans de Christophe Clergeau, vous le voyez, rappellent sur Twitter que voter, c'est résister, ne laissez personne décider à votre place, disent-ils. À droite, les partisans de Bruno Retailleau rappellent aux électeurs qu'ils peuvent faire des procurations. Et dans cette dernière ligne droite, eh bien, la campagne s'accentue sur les marchés, distribution de tracts. Vous trouvez que les électeurs s'intéressent à ces élections régionales ? Les électeurs s'intéressent à ce qui se passe. Ouais. Mais le problème, c'est que les élections se succédant, effectivement, la population, les travailleurs, on considère à juste titre que quand ils ont voté, y compris pour des gens qui leur ont fait des promesses, le constat qu'ils font et qui est justifié, c'est que les promesses, elles sont mises à la poubelle et que, élection après élection, leur situation non seulement ne s'améliore pas, mais aujourd'hui est en train de se dégrader profondément. Et ben moi, ce que je dis, je milite en disant que nous, les gens des classes populaires, il ne faut pas qu'on baisse les bras, il ne faut pas qu'on soit démoralisés. Aujourd'hui, effectivement, on a des problèmes
et il faut les régler. Le problème du chômage, qui est le nôtre, il faut qu'on le règle. Le problème de la baisse de notre pouvoir d'achat, il faut qu'on le règle. Et bien aujourd'hui, utilisons les armes qui sont les nôtres, qui sont les armes de la lutte des classes, et quand ces luttes ne se produisent pas comme aujourd'hui, eh ben, saisissons-nous d'un bulletin qui permet de le dire très clairement, de dire très clairement qu'on n'a plus confiance dans ce personnel politique et qu'il va falloir s'affronter aux plus riches pour obtenir des améliorations de nos conditions d'existence. Merci Édouard Belair, on a déjà largement dépassé notre timing. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.